Rebonjour ou bonjour à toutes et tous. Donc on va discuter maintenant de la place du capitalisme. Donc à la suite de ce documentaire, on reste sur cette thématique de comment habiter la Terre. Et donc on va se focaliser sur le système économique. On a la chance et l'honneur d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants. Fabien Tschedler, vous êtes philosophe, dramaturge, journaliste et essayiste allemand. Et aujourd'hui, vous êtes là puisque vous avez publié en 2015 en Allemagne et en 2020 en France un essai qui s'appelle « La fin de la méga-machine sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement ». Donc vous nous expliquerez comment le capitalisme, par ses fondements mêmes, arrive aujourd'hui à nous mener dans une impasse. Nous avons également avec nous Julien Lefournier. Vous êtes diplômé de l'École des mines de Paris et vous avez travaillé pendant 25 ans sur les marchés financiers. Vous avez quitté le secteur bancaire il y a quelques années pour désormais sensibiliser les institutions et le grand public aux limites et aux dérives de la finance verte. Et vous avez publié en mai 2021 « L'illusion de la finance verte » avec Alain Grandjean. Et donc vous reviendrez sur ce qu'est la finance verte et en quoi la finance fait également partie des rouages de la méga-machine. Et enfin, nous avons Hélène Torgman. Vous êtes économiste, maître de conférences HDR à l'université Sorbonne Paris-Nord et membre du Centre de recherche en économie de Paris-Nord. Et vous avez publié en mars 2021 La croissance verte contre la nature, critique de l'écologie marchande. Et on reviendra avec vous sur comment l'innovation et la technique participent également à ce capitalisme. Fabien, c'est bon pour vous ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation et bienvenue à tous et à toutes. Le livre fait un grand tour sur 5000 ans d'histoire. Et quand j'ai commencé d'écrire ce livre sur les racines des crises qu'on vit aujourd'hui, on m'a demandé c'est trop, 5000 ans, on peut faire ça plus court. J'ai dit non, 5000 ans, c'est pas beaucoup, parce que Homo sapiens existe depuis 200 000 ans au moins, et 5000 ans, c'est l'histoire de domination. Alors c'est une invention assez récente, la domination, et je vais parler, le livre a 2 parties. La première partie s'occupe des racines des structures de domination, depuis l'invention de ce qu'on a appelé la civilisation, il y a 5000 ans, en Mésopotamie et ailleurs. Et la deuxième partie s'occupe de la méga-machine même, c'est-à-dire des 500 ans passés, la méga-machine capitaliste. Je vais parler plutôt de la deuxième partie aujourd'hui. Alors, le point de départ, c'est la crise de la biosphère qu'on vit. On a une situation inouïe. Alors, je dois pousser le bouton maintenant. Voilà. Alors, on a une crise inouïe dans l'histoire humaine. La civilisation industrielle a produit la plus grande extinction d'espèces depuis 65 millions d'années. On a une dégradation énorme des terres fertiles. On perd à peu près 1% des terres fertiles globalement par an. On a aussi une crise de l'eau douce, des océans, des forêts, etc., etc. Alors, ce n'est pas seulement le climat. Et la crise du climat, le dérèglement climatique aggrave ces crises énormément. Et malheureusement, les scientifiques sont arrivés à un point de dire que c'est beaucoup pire qu'ils ne pensaient il y a 10 ans. Les points de basculement dans le système climatique sont très proches. Par exemple, en Amazonie, ça pourrait basculer, les forêts de l'Amazonie, déjà bientôt. Le même s'applique pour le pergérisol en Sibérie, qui est en train de fondre et pourrait émettre beaucoup de méthane. Et le même s'applique pour les glaces du Groenland et de l'Antarctique. Et ça veut dire, si on passe les points de basculement, on ne peut plus arrêter les processus. Ça veut dire 14 mètres de plus par rapport au niveau des mers. Alors c'est une situation extraordinaire et on pourrait aussi avoir, avec la crise de la biodiversité qui s'y ajoute, des crises alimentaires dans les prochaines décennies. C'est une possibilité.
Et ce qu'on voit, c'est que les systèmes politiques se sont montrés incapables de trouver des réponses à ces crises, des réponses à des cas, bien qu'on sache depuis 50 ans au moins ce qui se passe. Alors c'est une crise énorme de légitimité, une crise politique aussi. Alors on pourrait regarder ces crises de deux manières différentes. Quand on voit les médias, normalement, ce sont des crises qui n'ont rien à voir. Il y a un glacier qui fond, il y a d'autres problèmes, ça n'a rien à voir. Mais on pourrait aussi essayer de voir une image plus grande et de voir l'éléphant dans la chambre dont on ne parle pas normalement parce que tout le monde s'occupe seulement de problèmes isolés, hein, comme dans cette image. Mais qu'est-ce que c'est? L'éléphant dans la chambre, c'est le fait que ces crises globales, bien qu'elles aient des causes bien spécifiques, ont des racines systémiques en commun. Et ces racines reposent sur le mode de fonctionnement de ce qu'on a appelé le système-monde moderne, le capitalisme global ou la méga-machine, ce qui est une notion par Lewis Mumford. C'est un système qui s'est formé il y a 500 ans en Europe dans des luttes très longues et dures, qui s'est répandu avec un dynamisme remarquable et énormément de violence sur la Terre et qui recouvre, c'est la première civilisation qui recouvre la planète entière depuis 100 ans et qui nous amène dans le chaos planétaire dans le 21e siècle. C'est un système, bien sûr, hyper complexe. Je peux vous donner seulement une petite idée de ce système. Il fonctionne un peu différemment de ce qu'on pense normalement. Alors, la méga-machine repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'accumulation sans fin du capital dans un cercle infini de profits et de réinvestissements. Et c'est ancré dans des institutions très puissantes au niveau économique et politique. Mais cette machine d'accumulation ne peut exister sans un deuxième pilier, et c'est l'État moderne. Normalement, on entend souvent cette histoire que l'État et le marché sont opposés. Historiquement, ce n'est pas vrai. L'État moderne s'est construit d'une façon coévolutive avec les institutions de l'accumulation. L'État moderne, au début, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle, c'était une institution presque purement militaire. C'était les mercenaires et les armes à feu. Les armes à feu ont joué un rôle crucial dans le développement du capitalisme parce que les souverains n'avaient pas l'argent pour acheter les armes de feu et les mercenaires. Alors, ils devaient emprunter cet argent, et il y avait des marchands, des banquiers très riches à Gênes, à Florence, à Amsterdam, etc. Et ces banquiers, ces marchands ont prêté de l'argent aux souverains qui ont acheté des armes à feu et des mercenaires pour faire la guerre, pour piller d'autres pays. Et du pillage, ils ont payé ce qu'on appelle aujourd'hui le retour sur l'investissement aux banquiers et aux marchands. Alors c'est une machinerie avec les deux parties, l'État et le capital, qui était au cœur de la colonisation et des guerres, qui ont eu un essor énorme, les guerres, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Et c'était au cœur de l'expansion coloniale aussi, ce mécanisme de dette. En même temps, tout cela, cette liaison du capital et de l'État militarisé, entraîne une croissance explosive du complexe métallurgique. Ce complexe, je parle de ce complexe déjà dans la première partie, était crucial pour toute structure de domination depuis 5000 ans, parce que c'est au cœur du complexe militaro-industriel et aussi au cœur des systèmes financiers. Et alors, c'est-à-dire, l'extractivisme est très lié à cette dynamique de guerre et de colonisation. Et les banquiers et les marchands voulaient avoir pour le crédit encore une deuxième contrepartie, et c'était les monopoles.
le capitalisme ne repose pas sur les marchés libres, mais sur les monopoles jusqu'à aujourd'hui, Facebook, etc. Et c'était les États qui ont créé les monopoles, hein, ce n'était pas les entreprises eux-mêmes. Et il y a un exemple très important pour cette symbiose du pouvoir physique, c'est-à-dire de l'État et de l'économie, et c'est les sociétés par action. La première société par action a été créée il y a 400 ans aux Pays-Bas. C'était la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et ce qui est intéressant de ce type d'organisation qui était tout à fait nouveau dans l'histoire du monde, je parle des monstres de la modernité. Et ce qui est monstrueux de cette organisation, c'est qu'il n'a aucun but social, éthique ou écologique. Le seul but est l'accumulation sans fin, automatisée, abstrait et en principe éternel. Hein. Et ce qui est intéressant aussi de ce type d'organisation, c'est ces sociétés par action étaient fortement militarisées. Alors, ils ont eu des mercenaires et ils ont conquéri les autres territoires et détruit et commis pas mal de génocides dans leur expansion. Alors, c'était le moteur aussi de la colonisation de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. Hein. Même en Inde, c'était une compagnie privée, la compagnie britannique des Indes orientales, qui a régné sur l'Inde, comme un État. C'était des États, si on veut. Aujourd'hui, les 500 plus grands groupes, qui sont des sociétés par action pour la plupart, contrôlent à peu près 40% du PIB mondial et 2/3 du commerce global. Alors c'est vraiment le moteur. Et ce qui est très intéressant, que la plupart de ces entreprises ne pourraient pas survivre sans des subventions extraordinaires de l'État, c'est-à-dire des contribuables. Le Fonds monétaire international dit que les contribuables subventionnent les énergies fossiles, c'est-à-dire la cause pour le dérèglement climatique, par 5 milliards de dollars chaque année. C'est un chiffre énorme. Et le même s'applique pour le secteur automobile, pour l'aviation. En Allemagne, par exemple, où je vis, ce sont 15 milliards par an pour le secteur automobile, 12 milliards pour l'aviation, etc., etc. Le même s'applique pour l'agriculture industrielle, qui est une cause majeure pour le dérèglement climatique, et le même s'applique pour les banques, bien sûr. Il n'y a aucune grande banque en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc., qui existerait encore aujourd'hui sans ces subventions énormes de billions de dollars et d'euros depuis 2008. Alors, ce que je veux dire avec tout cela, c'est le capitalisme, c'est pas le marché, hein. Déjà, Fernand Braudel, l'historien, a dit que le capitalisme, c'est le contre-marché. Hein. Il a besoin des marchés, mais à ce niveau, ce n'est pas le marché. Et c'est-à-dire aussi, c'est un point très important pour le changement, parce qu'on pourrait décider en tant que citoyen des dépenses de l'État, normalement. Hein. Mais la population, normalement, ne sait pas beaucoup de tout cela. Le code génétique de ces grands groupes dont j'ai parlé, c'est une expansion sans fin, c'est une croissance sans fin, c'est-à-dire sans croissance du PIB, on a la crise et l'effondrement. Et la croissance, qu'est-ce que ça veut dire ? La croissance, c'est la transformation de la nature en marchandise dans un rythme de plus en plus accéléré. C'est-à-dire le code génétique de ce système, de nos institutions, est vraiment la destruction de la planète. Ce système ne peut s'arrêter. C'est impossible dans les institutions telles qu'elles sont construites. Et le troisième pilier de ce système historique, c'est bien sûr le pouvoir idéologique qui sert à rendre invisibles ou légitimer les structures de violence, de définir le cadre de ce qui peut être dit et discuté, et de définir les dangers extérieurs pour détourner l'attention des questions systémiques. On ne peut pas parler des questions systémiques parce qu'on est tout le temps détourné, le terrorisme, les virus, etc., etc. Quant à la légitimation, ce qui est au centre depuis 500 ans
de la légitimation de la violence, c'est ce que j'appelle le mythe de l'Occident. Voici une image qui montre la colonisation de l'Amérique du Nord. La dame a un livre d'école avec elle et c'est les chemins de fer. C'est la civilisation qui arrive et les barbares s'enfuient. Le mythe de l'Occident, c'est un récit de la supériorité de l'Occident à tous les égards et de la barbarie des autres. Ce mythe a pris des formes différentes. Bien sûr, c'était le christianisme d'abord qui a été utilisé pour légitimer l'expansion coloniale, mais après, au XVIIIe, XIXe siècle, c'était la notion de la civilisation. Nous, on a la civilisation, les autres sont des barbares. Nous, on a la raison, les autres sont irrationnels. Nous, on a le progrès, les autres sont en stagnation. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la notion du développement. Nous, on a le développement, les autres sont sous-développés. Ou nous, on a les valeurs occidentales et les autres n'ont pas. Oui, je fais un peu plus vite. Alors, quant à la distraction, j'ai déjà mentionné qu'il faut avoir, pour ne pas parler des questions systémiques, parce que la crise systémique est apparente et la légitimation de ce système et des gens au pouvoir est de plus en plus fragile et pour cela, il faut une guerre tout le temps. Il faut une guerre contre le terrorisme, il faut une guerre contre le virus, etc. C'est crucial face à l'instabilité croissante du système et du mécontentement des populations. Et puis la crise du système. La méga-machine rencontre dans le XXIe siècle des limites planétaires qui, dans leur combinaison, sont probablement insurmontables. Ou pour le dire autrement, les crises globales ne peuvent être résolues dans la logique de la méga-machine. Il y a plusieurs types de limites. D'abord, il y a des limites internes, économiques. Le triomphe du néolibéralisme dans les dernières décennies a enrichi les riches énormément. C'était un grand succès par rapport à ça. Mais ce n'est pas seulement injuste, mais ça a aussi un côté sombre pour le système économique, parce que si on baisse les salaires, si on affaiblit les syndicats et pousse les salariés dans la précarité, si on transfère la production dans des pays à bas salaire, si on transfère les profits dans les paradis fiscaux, les gens, en fin de compte, n'ont plus l'argent pour acheter la masse énorme de biens et de services qui, dans la logique du système, doit croître tout le temps à des prix profitables. Alors, on a un problème de demande dans le système qui est à la racine de l'instabilité et des crises financières. Il y aurait une réponse assez facile, possible à ce problème. Ça serait un programme keynésien d'intervention étatique, une sorte de New Deal avec taxer les riches, un investissement public massif dans les infrastructures, la santé, l'éducation, etc. Et on pourrait faire cela aussi dans une façon dite verte, alors un Green New Deal. On en parle beaucoup et vous allez parler de cela encore. Il y a des pensées valables dans tout cela et je crois qu'il faut des investissements dans des énergies renouvelables, bien sûr, etc. Mais il y a un problème parce qu'on ne peut pas vraiment résoudre la crise écologique avec ça. Je veux donner seulement un exemple, c'est le transport, la voiture. Si on remplace 1 milliard de voitures conventionnelles aujourd'hui par des voitures électriques, on ne peut pas résoudre le problème parce que la production des voitures électriques avec les batteries, etc., cause énormément de dégâts par rapport à l'eau douce, par rapport aussi aux émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Alors, il faudrait une autre logique, bien sûr, et c'est assez facile, il faut moins de voitures. Il y a des plans pour cela depuis 40 ans au moins, comment vivre dans les villes avec moins de voitures. C'est possible. Mais ce sont de très mauvaises nouvelles pour la production automobilière. Et ce n'est pas seulement le secteur automobile, ce sont tous les secteurs.
Par exemple, si on utilise l'armoire de la grand-mère pour 100 ans, ce sont de très bonnes nouvelles pour la planète, mais de très mauvaises nouvelles pour Ikea, etc. Si on utilise notre téléphone pour 20 ans, ce qui serait possible, très mauvaise nouvelle pour la production de portables, etc., etc. C'est pour tous les secteurs. C'est-à-dire, on est vraiment emprisonné dans cette logique de croissance, et ça veut dire que les politiciens n'osent pas même prononcer le mot décroissance, parce que dans toute la logique du système, ça ne va pas du tout. Alors la méga-machine, probablement, va percuter des limites planétaires. On va passer des points de basculement et les crises vont s'aggraver. Et on va entrer probablement dans une assez longue phase de plus en plus chaotique de transition. Et cette transition, de mon avis, est inévitable, mais le résultat n'est pas prévisible. Je ne suis pas pessimiste ni optimiste. On a bien sûr la possibilité qu'on va entrer dans un autoritarisme croissant, dans une sorte d'apartheid global, mais il y a aussi la possibilité qu'il y aura des structures plutôt auto-organisées, autodéterminées et régionales. Et quant à la sortie de la méga-machine, bien sûr, c'est un très grand sujet. Je vais seulement donner quelques petites idées. Comme on ne peut pas démanteler directement la méga-machine, on peut au moins élargir les fissures croissantes dans la machine, tandis que le système devient de moins en moins stable. Et dans la phase chaotique, c'est pas linéaire. On aura des crises écologiques, financières, peut-être des pandémies, peut-être des crises alimentaires. Et dans chaque crise, il y a des bifurcations. La société peut choisir d'aller plutôt dans cette direction ou plutôt dans cette direction. Et chaque choix va déterminer les choix qu'on aura dans les crises prochaines. Alors c'est un processus de décennies de transition d'une civilisation à quelque chose d'autre. C'est une crise de civilisation vraiment. Et pour cela, il faut d'abord, à court terme, de mon avis, minimaliser les souffrances et l'ampleur de la destruction. Ça veut dire, par exemple, arrêter l'extraction et l'usage du pétrole, du charbon et du gaz, par exemple par la désobéissance civile qu'on a mentionné déjà. C'est une image d'une blocade de squatter, par exemple, les grandes mines de charbon en Allemagne. Et à long terme, de sortir de la logique de l'accumulation et de créer des institutions économiques et politiques qui ne travaillent pas pour le profit, mais pour le bien commun. Il y en a déjà de telles institutions, par exemple des coopératives, des entreprises municipales, etc. Le problème est que ces institutions restent dans les niches parce que l'État, comme j'ai dit, subventionne les grands groupes qui ravagent la planète. Alors il faut vraiment une transformation de l'État, il faut le séparer du capital et transférer les subventions au secteur durable, c'est-à-dire l'éducation, la culture, l'agriculture paysanne et écologique, etc. Et l'idée principale d'une telle transition, c'est de vivre mieux avec moins de production dans les pays industrialisés. C'est-à-dire, si on produit moins, parce que la cause centrale de la crise écologique sur la Terre, c'est la surproduction grotesque dans les pays du Nord. Alors, produire moins, ça pourrait dire travailler moins, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais ça veut dire distribuer aussi les fruits de la production d'une façon plus juste. Alors, une redistribution du temps de travail aussi, réduire le temps du travail, et une redistribution des revenus et des fortunes, et une redistribution aussi de la propriété immobilière. Parce que dans les villes comme Paris ou Berlin, on paye beaucoup d'argent pour les loyers, on est vraiment forcé
de travailler dans la machine seulement pour payer le loyer. Il y a eu une décision assez intéressante à Berlin lors des élections. On a eu un référendum à Berlin sur l'expropriation des grands fonds immobiliers. Notre constitution est assez progressiste à ce niveau-là et on peut exproprier les grands groupes immobiliers. Tout cela veut dire que la transition sociale et écologique sont inséparables. La question clé dans une telle transition, c'est bien sûr les alliances et la confluence des luttes et des mouvements. Et on a vu en France, par exemple, qu'il y a eu un peu de tendance de convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et du mouvement climat avant le Covid. Il y a eu ces points, il y avait des manifestations qui se sont rencontrées et on a vu que la répression de la part de l'État était très massive dès qu'on voit cette sorte de confluence et de convergence. Et on peut montrer aussi historiquement que la convergence est pour les pouvoirs étatiques et économiques la chose qui fait peur. C'était le cas dans les années 60 et 70. Il y a des rapports qui disent vraiment que la confluence était la chose qui était vraiment au cœur du peur de la part des élites politiques et économiques. La phase chaotique devant nous, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de crises, mais dans les crises, il y a des choix. Et la bonne nouvelle pourrait être que dans un système de plus en plus chaotique, de petits mouvements peuvent avoir des effets énormes. On appelle ça l'effet papillon. Et un papillon pourrait causer une tempête à l'autre part du monde. Ça ne se passe pas tout le temps, bien sûr. Mais personne n'aurait pu prédire qu'un teenager avec un petit panneau devant le Parlement suédois aurait pu créer un mouvement global. Alors l'histoire va être pleine de surprises, de mauvais surprises et de bonnes surprises. L'histoire est ouverte et si on devient des papillons pour changer le monde, on pourrait basculer au point de basculement le système plutôt dans cette direction que dans l'autre direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabien. On peut aller en avant, on avait remis la slide juste après. Non mais c'est parce que j'ai pas de slide, je voulais t'envoler une. Ah, alors on peut. Ah ouais. Celle-là ? Ouais. Ok, super. Merci beaucoup Fabien. Comme vous l'avez dit, donc au cœur des rouages de la méga-machine, on trouve l'accumulation du capital sans fin, les sociétés par action, les banques. Julien Lefournier, vous avez travaillé près de 25 ans dans le système financier, sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, vous dénoncez l'illusion de la finance verte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est la finance verte et quelle est cette illusion à laquelle elle nous fait croire ? Oui. Donc, effectivement, je ne savais pas qu'on avait droit à des slides et je vole celle de Fabien. Parce que je crois que la finance verte, c'est un magnifique exemple de production de la méga machine, en fait, on peut dire. Fabien nous explique les liens intimes entre le pouvoir idéologique, l'État et l'accumulation du capital sans fin. Donc évidemment, dans l'accumulation du capital sans fin, il y a les marchés financiers, puisqu'ils sont là pour ça. Et donc c'est un très très bel exemple. Donc, qu'est-ce que c'est que la finance verte ? En fait, on ne peut pas parler de finance verte sans parler de croissance verte, peut-être, puisqu'elle est censée, la finance verte est tout simplement censée financer la croissance verte. Alors déjà, c'est vrai que la croissance verte, on ne sait pas ce que c'est non plus, donc ça n'aide pas. Parce qu'en fait, pour ne pas être désagréable, on préfère parler de croissance, c'est plus rassurant. Mais en fait, on sait que ce qu'il nous faut, si on est préoccupé, par exemple, par le réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle une transition. Donc une transition, c'est effectivement une croissance des actifs verts, mais c'est aussi une décroissance des actifs bruns. Parce que si on fait que rajouter du vert à l'économie telle qu'on l'a,
l'économie du business as usual, ben, forcément, on ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre. On a les mêmes, plus ceux qu'on rajoute, parce que même pour faire des éoliennes, ben, il faut les fabriquer, il faut les transporter, donc ça fait un petit peu de gaz à effet de serre en plus. Donc c'est ça l'enjeu de la transition. Donc après, si on veut pas être, si on veut pas faire, comme le disait Fabien, le mot décroissance est tabou. Donc je ne sais pas, quand on a de la croissance verte et de la décroissance brune, quelle est la résultante. Je ne veux même pas me prononcer là-dessus. C'est compliqué, mais en tout cas, on voit bien que le mot décroissance est absolument tabou. Et donc la finance verte est censée financer, on va dire, la transition. Donc déjà, mettre les projecteurs uniquement sur le vert, c'est une manœuvre, hein, puisque pour financer la transition, je voudrais voir une finance qui réalloue les capitaux en faveur de la transition, c'est-à-dire qu'ils les enlèvent du brun, qu'ils les mettent sur le vert. Bon. Donc parler uniquement du vert, c'est déjà se faire plaisir en attirant l'œil uniquement sur les énergies renouvelables, sur les choses, voilà. Donc la finance verte telle qu'on la vend au public ne fait absolument pas ça, bien évidemment. Elle ne fait pas ça du tout. Je vais peut-être prendre des exemples pour être concret. Dans la finance verte, vous avez par exemple le produit phare qu'on appelle l'obligation verte. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers des marchés financiers, ce que c'est qu'une obligation, ce n'est pas un produit compliqué, mais je vais prendre un exemple qui n'est pas de la finance pour être peut-être plus facilement compris. Imaginez que vous hésitiez vous-même entre une voiture, un moteur, ça va pas te plaire, ça parle de voiture électrique. Mais bon, peu importe. Je ne me prononce pas sur le fond de la bascule du secteur automobile, du thermique vers l'électrique. On va dire qu'en France, où l'électricité est quand même très largement décarbonée, c'est quand même une bonne nouvelle pour la France. En France, il faut regarder localement. Et imaginez que vous hésitiez entre une voiture donc à moteur thermique et une voiture électrique. Bon, l'État fait sa part, l'État ou la région. Vous avez un bonus. Pour vous inciter, vous avez un bonus. Hein. Donc la région vous donne de l'argent, c'est quand même des milliers d'euros. Et puis il y a un reste à charge. Donc vous, votre conviction, vous assumez, vous payez une part de cette transition. Vous la payez de votre poche. Mais quand vous allez voir votre banquier pour financer l'achat automobile, que vous achetiez l'un ou l'autre des véhicules, le prêt sera strictement le même, le taux d'intérêt sera le même. Et pourtant, si vous achetez la voiture électrique, le banquier pourra mettre un coup de tampon sur le prêt en l'appelant vert et se mettre à pleurer abondamment, il sera très ému. Donc la finance verte, c'est ça en fait. C'est un truc qui sert à rien. On rajoute un mot... En fait, le banquier, la finance n'a pas participé, il n'y a pas d'incitation, donc il n'y a pas d'accélération. Et pourtant, on est capable effectivement de produire des actifs verts. Bon, pour moi qui suis financier, je vous dis tout de suite, ça n'a aucun intérêt, parce que ce qu'on cherche, pour moi, une finance qui serait dite verte, c'est une finance qui mériterait ce nom-là, c'est une finance qui prendrait sa part, justement. Hein. C'est important de prendre sa part dans le coût de la transition, parce que ça, c'est aussi on est un peu dans l'évitement de ce sujet. Mais la transition, ça coûte énormément d'argent. Énormément d'argent. On a tendance un peu à... Alors on en parle de plus en plus quand même, mais enfin on est quand même dans l'évitement du sujet. Et ça se compte en une dizaine de milliers de milliards. Hein, la décarbonation, c'est normal. Il y a du capital qu'il faut jeter à la poubelle. Quand on ferme une centrale à charbon, ça coûte de l'argent. Il faut reclasser les gens, les Allemands le font. Il y a un coût social qui est très important. Il faut dédommager les propriétaires. Enfin, ça coûte énormément d'argent. Donc, qui paye ? Donc, pour moi, une finance qui serait verte, c'est une finance qui prendrait sa part de ce coût-là. D'accord ? Il y a une étude importante, intéressante de Carbone 4 qui était sortie, qui s'intitulait justement « Faire sa part », pour frapper les esprits, qui montrait que elle évaluait à 25-30% au maximum la part qui peut être prise par nous tous, les particuliers. Si on a des comportements qualifiés d'héroïques, on réduit notre consommation de viande, on ne prend plus l'avion, on fait du covoiturage, ça représente un quart ou 30% du sujet. C'est pas rien, mais ça veut dire qu'il y a 3/4 ou 70% du problème qui sont incrustés dans la méga-machine. Ça, on n'y peut rien. Donc il faut changer ça. Donc vous voyez, je prends l'exemple...
Je parlais de l'obligation verte. Une obligation, c'est comme un prêt, sauf que ce n'est pas fait par une banque, c'est fait directement par des investisseurs qui achètent le titre et l'argent va dans les poches de l'entreprise qui cherche le financement. Eh bien, ce que je vous ai décrit sur ce prêt, avec mon exemple entre les deux véhicules, c'est exactement ça, l'obligation verte. Et ça, donc, si avec Alain Grandjean, qui est président de la Fondation Nicolas Hulot, on a cru bon de faire ce livre, c'est parce qu'en fait, c'est un sujet qui échappe complètement à la vigilance en général des acteurs, et y compris des ONG. Les ONG vont se focaliser sur le projet, à juste titre d'ailleurs. Est-ce que le projet est vert, pas vert ? Il y a des choses. Alors il y a des projets, on sait, qui sont financés avec des obligations vertes. On sait qu'ils ne sont pas verts, c'est assez évident. Des extensions d'aéroports, même des centrales thermiques à charbon en Chine, on a tout vu. Mais il y a des projets, c'est compliqué. Si je fabrique une centrale hydroélectrique, par exemple, a priori, énergie renouvelable, on se dit ah oui, c'est vert. Oui, mais de l'autre côté, si je dois noyer une vallée, détruire de la biodiversité et chasser, détruire des villages, à ce moment-là, le sujet est plus complexe. Donc cette vigilance des ONG sur est-ce que le projet est vert foncé, vert clair, etc., c'est important. Mais moi, en tant que financier, quand je vois que sur le marché, ça vaut la même chose, je vous le dis, je suis directeur financier des SNCF, je paye le même prix que je lance une obligation verte pour financer un projet vert ou que je lance une obligation standard pour financer ce projet vert, ou que je lance une obligation standard pour financer un autre projet. Ça ne change rien. Donc c'est vrai qu'avoir des gens qui parlent de finance en oubliant le prix, pour un financier, c'est un petit peu amusant, parce que la finance, ce ne sont que des prix, ce ne sont que des calculs de rendement sur les prix des actifs, etc. Donc ça, c'est le premier exemple. Vous voyez, sur un produit. Après, vous avez ce qu'on appelle, si on prend une approche un peu plus globale, vous avez un truc qui est très à la mode, poussé par tout le monde, qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça sonne bien. Ça sonne bien. En fait, historiquement, l'investissement socialement responsable, c'est quoi ? C'est une origine religieuse plutôt aux États-Unis. Et c'est des gens, par exemple des Quakers, qui ne voulaient pas être associés au business, ça se comprend, de la pornographie, vente d'alcool, etc. Donc c'est encore une fois tout à fait légitime. On peut avoir une morale personnelle, individuelle, qui fait qu'on n'a pas envie d'accompagner le développement de ces boîtes-là. Simplement, c'est justement ça le problème. C'est que c'est une approche individuelle. Ces gens-là n'avaient absolument pas vocation, ils n'avaient pas l'intention ni la volonté de changer ni le marché, ni le monde. Ils savaient très bien que les titres qu'ils vendaient ou qu'ils n'achetaient pas seraient achetés par les voisins. D'ailleurs, vous avez remarqué, les grands cigarettiers mondiaux, aujourd'hui, ils font encore des centaines de milliards de profits. Enfin, ils n'ont pas disparu, Philip Morris et les copains. Bon. Donc, c'est un peu la limite, de cette approche. Mais ça, c'était historique. Les banquiers américains, les financiers américains n'en voulaient pas. Parce qu'ils savent très bien que si vous dites, par exemple, vous n'allez pas toucher au secteur de l'énergie. Ça ne vous plaît pas, le pétrole, le charbon, je ne fais pas du tout d'énergie. Bon. Là, vous voyez, depuis la reprise post-Covid, le secteur de l'énergie a doublé. Vous regardez, prenez le S&P 500, par exemple, ça a fait x2. Bon. Si vous vous dites au départ, je touche pas, je joue pas avec ces actifs-là, d'accord ? Vous réduisez ce qu'on appelle votre univers investissable, vous avez un coût d'opportunité par rapport au voisin qui, lui, peut-être est rentré au plus bas et bim, il a gagné plein d'argent. Donc les financiers américains, c'est des professionnels. Ils ont dit, non, l'investissement responsable, on n'en veut pas. C'est mortel, c'est invendable. Ils avaient raison. Donc, encore une fois, c'était pratiqué par des descendants des Quakers, etc., etc. Mais ce n'était pas un business. Aujourd'hui, c'est devenu un business de masse, en fait. Et donc, n'importe quelle banque vous propose des fonds ISR avec des labels qui sont promus par le gouvernement français. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou quand on y pense. Pourquoi ? Parce que ça a été complètement dévitalisé, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est le jeu de l'ISR ? C'est, vous prenez ce qu'on appelle le MSCI, c'est un indice qui représente 85% de la capitalisation boursière de la zone EMU, la zone euro. Voilà, vous prenez toutes les boîtes, ça fait 237 valeurs, je crois. Et puis elles ont des notes.
ESG, alors A, B, A+, machin. Elles sont des notes ESG. On regarde environnement, social et gouvernance. Et puis on leur met des notes. Voilà. Eh bien, il suffit d'avoir une note, pour fabriquer un fonds ISR, il suffit de fabriquer une note moyenne qui soit supérieure à celle de l'indice sur 2 critères. D'accord ? Donc là, tous, on s'enferme pendant 5 heures, on se distribue la liste des valeurs, et en 5 heures, on peut monter un fonds ISR sans problème. C'est de la petite cuisine, c'est pas très compliqué. Mais ça sert à rien, en fait. D'accord ? Parce que une fois qu'on a dit ça, vous avez enlevé la plus mauvaise note. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement facile de fabriquer une notation, de fabriquer ce que je vous dis, de fabriquer un fonds ISR. Mais au final, vous êtes indexé, vous restez indexé. Et d'ailleurs, c'est parfaitement officiel parce qu'ils vous l'écrivent. Hein, ça s'appelle une tracking error. Ils veulent pas s'éloigner, en fait, de l'indice de marché. Parce qu'après, tout à l'heure, je vous parlais de coût d'opportunité, mais c'est un risque aussi. Hein. Il y a un secteur qui surperforme, vous n'êtes pas dedans, c'est un manque à gagner. Donc ils vous le disent, non, on reste, on colle à l'indice. Hein, ils vous encadrent ce qu'ils appellent l'erreur de réplication, c'est entre 1 et 3%. Bon, bref, vous pensez que vous avez acheté un truc vraiment incroyable, vous allez sauver le monde, et en fait, vous êtes complètement dans l'économie du business as usual tel qu'on la connaît. Donc ça, c'est toute cette panoplie de fonds ISR qu'on vend comme étant des produits miracles. Donc c'est plus du tout l'ISR historique des Quakers où on avait un point de vue moral. C'est vraiment une petite cuisine où on arrive à vendre le marché sous une forme un peu plus appétissante. Parce que c'est quoi le pourquoi de tout ça ? C'est de fabriquer des fonds pour les millennials, les jeunes, les gens qui se préoccupent du climat. Donc, on ne voudrait pas que les gens s'en aillent. Il faut garder, c'est ce que dit Fabien, la finance, c'est un rouage hyper important de la méga machine. Il ne faut pas que les gens s'en détournent, il ne faut pas que les gens aient des doutes. Hein. Les banquiers ont quand même vachement souffert de la crise de 2008 en termes d'image, et à juste titre. Et donc là, tout d'un coup, ils peuvent se parer ils peuvent se verdir et montrer qu'ils font quelque chose pour la planète. Donc le slogan, c'est vous pouvez gagner de l'argent et sauver la planète. Bon, bien sûr, c'est complètement bidon, hein, parce que, comme je l'ai dit, sauver la planète, c'est assumer un surcoût. C'est plus cher de produire proprement que de produire salement. Tout le monde le comprend. Hein. Quand vous achetez bio, c'est plus cher en moyenne. Il n'y a pas de... Parce que vous voulez moins de pesticides dans le sol et dans vos corps, vous payez plus cher. Une usine qui, au lieu de déverser, comme en France, les boues rouges, les fameuses boues rouges qui se déversent dans les calanques, si les boues rouges se déversent dans les calanques, c'est pas parce que les gens sont méchants. Mais si je paye un traitement pour éviter ça, ça coûte de l'argent, ça dégrade la rentabilité. Donc, c'est pas fait. Donc, il y a toujours une prime verte pour une production plus propre ou pour une décarbonation. Et ça, c'est un truc qui est consensuel. C'est pas un propos de gauchiste. Tous les économistes orthodoxes sont d'accord là-dessus. Vous pouvez multiplier les exemples. Même Bill Gates donnait l'exemple des compagnies aériennes. Donc, je valide pas l'idée sur le fond, mais je vous dis comment ça marche. Il disait, si les compagnies aériennes, je dis pas qu'il faut le faire, basculer du kérosène au biocarburant, par exemple. Alors, on pourrait se dire, c'est génial, c'est propre. Donc, il faut oublier le biocarburant à cette échelle. Hein, mais c'est juste pour vous dire son exemple. Ça, c'est Hélène qui en parlera. Donc, comme c'est le coût le plus important pour une compagnie aérienne, bien, si vous passez du kérosène au biocarburant, c'est plus 140%. Vous payez 140% en plus. OK ? Qui va payer ? Le type qui achète les billets, l'État, voilà, c'est pour ça que c'est pas fait. Donc ce surcoût, c'est toujours. Et en tout cas, la finance n'en prend pas sa part. Donc la raison est simple. Je vous redonne ces histoires de fond. C'est que si vous fixez des règles contraignantes, vous ne pouvez pas faire aussi bien que les autres. C'est mathématique, en fait. Hein. Imaginez, je vais prendre plutôt une analogie, un jeu. On joue tous au Monopoly, OK ? Et moi, je dis, OK, je me fixe une règle supplémentaire. J'ai pas le droit d'acheter les terrains marrons, les terrains sales. J'ai pas le droit de les acheter, ok ? Ben, avant d'avoir lancé le premier dé de la partie, statistiquement, j'ai déjà perdu. Voilà, c'est purement mathématique.
Et donc, tout le jeu de ces fonds-là, c'est de fabriquer surtout aucune contrainte supplémentaire mordante. Donc, on est dans le cosmétique, on est dans, voilà, blablabla. Bla, bla. C'est la version blablabla bla, bla, financière, comme dirait Greta Thunberg. Voilà. Donc, c'est ça l'illusion qu'on dénonce, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Julien. On reviendra peut-être tout à l'heure avec des questions sur comment nous, à l'échelle individuelle, on peut aussi arriver, via notamment notre épargne, à déjouer, si on le peut, cette finance verte. Hélène, nous, on va discuter maintenant de techniques et d'innovation qui font aussi partie de ce grand récit et de ces grands rouages de la méga-machine. Est-ce que c'est possible de répondre aux crises climatiques, environnementales par de l'innovation scientifique, technique? En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Oui, moi, je me suis posé la question dans ce livre de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre aux multiples crises qui, à mon avis, en fait, c'est une seule crise, une crise profonde de la modernité capitaliste qui a plusieurs facettes, sanitaires, écologiques, sociales, etc. Et on propose des réponses qui sont en termes de Green New Deal, croissance verte, 4e révolution industrielle, transition écologique. Il y a plein de termes différents pour décrire la même chose. Et la chose en question, c'est en fait une fuite en avant dans le capitalisme financiarisé et hyper technologique. Donc pour moi, me semble-t-il, c'est mon hypothèse de travail de départ, le capitalisme industriel tel qu'il existe depuis 200 ans est fondé sur 2 piliers d'un point de vue économique, le marché et la technique. Évidemment, il faut rajouter l'État derrière en soutien, comme le disait très justement Fabien, mais d'un point de vue purement économique, le marché et la technique sont les 2 grands mécanismes ou institutions, enfin phénomènes, qui sous-tendent le capitalisme industriel. Et qu'est-ce qu'on fait? Le capitalisme industriel a détruit la planète, les liens sociaux, et on va chercher des solutions dans le marché et la technique. Autrement dit, c'est une poursuite, une accélération de la même dynamique qui nous a menés là où nous sommes. Autrement dit, c'est une fuite en avant. Alors, les solutions dans le marché, quelles sont-elles? Ça a déjà été mentionné très brièvement tout à l'heure. On observe depuis le retour du libéralisme au début des années 80 une extension du domaine des marchés, d'une extension des domaines de la valorisation du capital, avec par exemple les services à la personne, qui auparavant étaient faits à l'intérieur des familles, du voisinage, les marchés de la santé, on le voit bien aujourd'hui, des marchés de gènes ou d'informations génétiques, des marchés de carbone, des marchés de services écosystémiques, d'autres dimensions de la nature. Par exemple, un des dispositifs centraux du Pacte vert européen, c'est une refonte du marché du carbone. Donc on fait confiance à l'institution marchande pour nous sortir de la situation où l'institution marchande nous a mises. Donc ça, c'est assez bien connu, la critique de la marchandisation de sphères de plus en plus grandes des activités humaines, et je ne m'étendrai pas là-dessus. Et par contre, une chose qui est beaucoup moins souvent discutée, c'est l'aspect technique. Et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder un petit peu plus. La technique et les technologies, de manière plus générale, représentent un point aveugle de la théorie économique standard. La théorie économique standard, c'est vraiment la matrice idéologique du libéralisme. Et la théorie économique standard appréhende la technique et la technologie que d'un point de vue purement quantitatif. Est-ce que plus, c'est toujours mieux que moins? Plus de brevets, c'est toujours mieux que moins de brevets? Jamais il n'y a de réflexion sur le contenu, la sémantique en quelque sorte de la technique, parce qu'il y a une croyance fondamentale dans nos sociétés modernes, dans la neutralité de la technique. La technique est neutre, tout dépend de ce qu'on en fait. Moi, il me semble que la technique n'est pas neutre du tout et que, justement, elle transforme profondément nos conditions d'existence, nos relations sociales et nos rapports à la nature. Excusez-moi, je cherche une... Hop, oui, pardon. Et ça, on peut le voir à 2 niveaux. Au niveau empirique, c'est assez facile
de réaliser que, par exemple, l'arrivée de la voiture dans les sociétés au début du XXe siècle a complètement changé le rapport à l'espace, le rapport au temps, les rapports sociaux de manière générale. Beaucoup plus récemment, prenez le numérique. Là aussi, l'extension du numérique à des tas de sphères de la vie a changé complètement nos modes de vie. Et donc, ça ne dépend pas de l'usage que l'on en fait. C'est le numérique a changé nos modes d'existence. D'un point de vue plus théorique, ça a été montré en particulier par un auteur que je vous conseille vivement, qui s'appelait Jacques Ellul, qui a écrit dès 1954 un livre intitulé « La technique ou l'enjeu du siècle », où il faisait ce qu'il appelait une caractérologie de la technique, où il essayait de définir quels étaient les aspects particuliers de la technique moderne contemporaine, et il définissait plusieurs caractères de la technique qui permettent de comprendre pourquoi elle n'est pas neutre. Premièrement, ce qu'il appelait l'insécabilité de la technique, le fait qu'on ne peut pas la couper en petits morceaux et que ça fait système. Donc en fait, on achète tout. Hein, c'est l'idée de la méga machine, justement, de grands systèmes qu'on ne peut pas découper en petits bouts en disant je prends celui-là puis je laisse l'autre. Non, quand on prend tout. On prend le nucléaire, on prend aussi la bombe, par exemple. Autre aspect sur lequel il a beaucoup insisté, ce qu'il appelait l'auto-accroissement de la technique, c'est-à-dire que la technique a tendance à se développer, pas uniquement, hein, mais a tendance quand même à se développer comme un processus sans sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui contrôle véritablement où ça va. On est face à un problème technique, on amène une solution, je mets entre guillemets une solution technique, la solution va effectivement résoudre une chose, mais va créer d'autres problèmes qui vont nous obliger à de nouvelles solutions. Donc nouveaux problèmes, nouvelles solutions, nouveaux problèmes, nouvelles solutions, dans une espèce de dynamique sans fin qui fait qu'on ne contrôle plus rien. Enfin, autre aspect que Jacques Ellul avait identifié, ce qu'il appelait l'autonomie de la technique, c'est-à-dire le fait que la technique se développe sans aucun jugement moral, sans aucune référence à aucune valeur philosophique, anthropologique ou morale, et que quelque part, tout ce qui peut être fait sera fait. Et ça entraîne, et Ellul l'a bien montré, mais aussi un autre auteur comme Ivan Illich, ont bien montré que l'autonomie de la technique engendrait ce que Illich appelle une hétéronomie de l'être humain, c'est-à-dire le fait que l'être humain est déterminé par l'extérieur, ailleurs qu'à l'intérieur de sa propre sphère d'activité. Et donc tout ça permet de comprendre, d'un point de vue plus théorique, pourquoi la technique n'est pas neutre, et pourquoi du coup il faut s'interroger sur le genre de technique que l'on va promouvoir dans les solutions on amène aujourd'hui sous le terme de croissance verte, etc. Et là, ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, c'est l'émergence d'un nouveau paradigme technoscientifique qui est connu sous le terme de convergence NBIC. NBIC, ce sont 4 grands domaines scientifiques disciplinaires qui sont en train de converger avec des tas de fertilisation croisée qui produisent toutes les nouvelles techniques desquelles on entend parler aujourd'hui. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information et C pour sciences de la cognition ou neurosciences. Et ça, c'est issu d'une conférence aux États-Unis en 2001 sous l'égide de la National Science Foundation, qui est l'équivalent américain du CNRS, plus ou moins, qui s'appelait « Des technologies convergentes pour améliorer la performance humaine ». Autrement dit, il y a là une vision complètement avec des fondements tout à fait transhumanistes, où on veut améliorer les performances de l'être humain, améliorer les performances de la nature. Tout est vu en termes d'efficacité, de performance. On va tout augmenter l'être humain, ses capacités cognitives, perceptuelles, etc. Et on va augmenter la nature pour nous servir à nous, êtres humains. Et on le voit aujourd'hui dans ce qui est proposé sous le terme, par exemple, de bioéconomie. La bioéconomie repose sur l'extension massive des biotechnologies modernes, en particulier ce qu'on appelle la biologie de synthèse, qui
correspond en fait à un bricolage massif du vivant par manipulation génétique. On va par exemple créer de nouveaux micro-organismes pour faire des biocarburants, les nouveaux micro-organismes créés de toutes pièces, qui n'ont jamais existé, qui donc ne sont pas passés par les filtres de la sélection naturelle et qui vont dégrader de la biomasse pour la transformer en produits chimiques, en additifs alimentaires, en biocarburants et autres. Il y a un projet de créer des nouveaux organismes, pas micro mais même macro. Par exemple, il y a des travaux pour, ils appellent ça eux-mêmes, déséteindre le mammouth laineux, qui est éteint depuis 15 000 ans. Oui, tout à fait. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est de revitaliser la toundra arctique, qui est en voie de perdition aujourd'hui, comme on le sait. Si on met des mammouths sur cette toundra, paraît-il, elle va revivre et ça permettra d'absorber beaucoup plus de carbone. Donc c'est bon pour le changement climatique, enfin pour lutter contre le dérèglement climatique. On va recréer des mammouths laineux qu'on va lâcher dans la toundra. Il y a d'autres projets de faire disparaître toutes les espèces sauvages qui nous embêtent. Les moustiques, par exemple, d'abord ça pique, c'est pénible, et puis ça transmet le paludisme. Donc Bill Gates, par exemple, mais il n'y a pas que lui, finance à hauteur de dizaines de millions de dollars des programmes pour éradiquer les moustiques, grâce à des techniques de génie génétique qui sont apparues il n'y a même pas 10 ans, en particulier l'édition des génomes, CRISPR-Cas9 et d'autres techniques de ce genre-là, qui permettent... on le croit en tout cas, on n'a pas encore fait ça à grande échelle, mais c'est en projet, et c'est même dans la phase d'expérimentation locale. Comme ça, on peut faire disparaître les mauvaises herbes, on peut faire disparaître toutes les espèces qui nous embêtent. On peut aussi, et là aussi il y a énormément de projets là-dessus, rendre la photosynthèse plus efficace. Parce que la photosynthèse n'est pas assez efficace, on le voit bien aujourd'hui. Sans photosynthèse, il n'y aurait pas de vie sur Terre, mais néanmoins, ce n'est pas assez efficace. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'obsession de l'efficacité de la performance, et ça relève typiquement du domaine de la technique, au sens où Ellul ou Illich définissaient la technique, c'est-à-dire la recherche d'efficacité avant tout. On va même se modifier soi-même pour enfin pouvoir prendre nos destins en main, se rendre plus intelligent, voir mieux, voir la nuit par exemple, en se greffant une vision infrarouge, etc. Le rapport dont je vous parlais de 2001, des technologies convergentes pour améliorer les performances humaines, regorge de ce genre d'exemples. Quand on le lit, on est quand même un peu choqué, à vrai dire. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que tout ce qui est décrit dans ce rapport, enfin une bonne partie des projets qui sont décrits dans ce rapport il y a 20 ans, aujourd'hui sont à la phase, entre la phase de recherche et la phase industrielle. Tout ça repose sur un réductionnisme scientifique total, comme le faisait remarquer tout à l'heure Fabien. Le monde est d'une grande complexité, mais tous ces projets-là reposent sur des visions extrêmement simplistes qui ne reconnaissent pas l'incertitude, qui ne reconnaissent pas les non-linéarités, les phénomènes probabilistes, le fait qu'on ne peut pas tout prévoir. Par exemple, le Covid, on ne l'avait pas trop prévu. Et donc, on a des visions vraiment d'apprentis sorciers. Non seulement au niveau de la manipulation de la vie, du vivant, mais aussi même au niveau de la biosphère. Il y a par exemple une nouvelle discipline qui s'appelle la géo-ingénierie, géos la Terre, réingénier la Terre. Donc on va intervenir directement sur les grands équilibres biogéochimiques de la Terre. Par exemple, il y a des propositions pour envoyer des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour réfléchir le rayonnement solaire, pour refroidir la Terre. Et il y a même, pareil, on va aussi mettre du fer ou de l'urée dans les océans pour fertiliser les océans, entre guillemets, pour accroître la quantité de phytoplancton qui absorbe beaucoup de carbone. Sachant que s'il y a plus de phytoplancton, ça conduit à une eutrophisation des océans, une baisse de l'oxygène dans les océans, et possiblement, donc là encore, des effets en chaîne, mais tout cela ne sont pas pris en compte. Toujours ce même scientisme, réductionnisme scientifique qui est hallucinant. Et aujourd'hui, on arrive même à se dire qu'on va modifier, on va essayer de recréer
des atmosphères, enfin créer, même pas recréer, créer des atmosphères artificielles sur d'autres planètes, par exemple Mars. On va terraformer Mars. C'est les termes qui sont utilisés. Et donc on a comme ça un délire scientifique et technique sur lequel repose toute cette croissance verte, ces Green New Deal. Si on va regarder dans le détail des projets qui sont proposés par les gouvernants occidentaux, on voit que des projets comme ça. Donc des projets complètement délirants qui sont d'une instrumentalisation totale de la nature, de la vie sur Terre et même aujourd'hui de l'espace et de l'atmosphère et des grands cycles biogéochimiques. Et évidemment, c'est de toute cette vision-là qu'il faut sortir. C'est-à-dire, une vision pareille ne peut pas permettre de répondre aux grands enjeux écologiques d'aujourd'hui. Au contraire, ça nous fait aller encore plus dans l'anthropocentrisme, l'utilitarisme et l'extractivisme. Par exemple, juste encore un petit exemple, parce que j'en ai plein, mais j'ai pas le temps, mais le grand plan de relance présenté par Emmanuel Macron il y a juste quelques semaines proposait d'allouer 30 milliards à des projets écologiques, dont l'exploration des grands fonds marins pour améliorer notre connaissance. C'est pas du tout pour améliorer notre connaissance. C'est parce que dans les grands fonds marins, il y a ce qu'on appelle des nodules polymétalliques, qui sont des espèces de pépites de plein de terres rares et de métaux rares, dont on va avoir besoin pour l'accroissement du numérique, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc. Et qu'il va bien falloir les trouver quelque part. Donc on va aller explorer les grands fonds pour aller ratiboiser encore un peu plus ce qui reste de vie sauvage quelque part. Donc il est urgent de sortir de là, de penser sérieusement, complètement autrement. Et là, je suivrai des auteurs comme Philippe Descola ou Augustin Berck, qui proposent de réconcilier nature et culture, enfin de sortir du dualisme nature et culture et de se reconsidérer en tant qu'être humain comme appartenant à la nature, ou plutôt même dans une relation d'appartenance réciproque entre nature et humain, ou non-humain et humain. J'aime pas trop cette terminologie, mais bon, c'est celle qui est en vigueur. Et du coup, ça veut dire changer vraiment, ça veut dire une révolution anthropologique et philosophique sur notre position sur Terre, ce qui signifie bien évidemment sortir du capitalisme, sortir de cette obsession de la valorisation du capital, du profit, de cette obsession de l'efficacité à tout prix, de la sacralisation de la science. On le voit là encore avec le Covid aujourd'hui et les réponses qui y sont apportées. Après, évidemment, sortir du capitalisme, je suis désolée, je n'ai pas la recette miracle, mais néanmoins, c'est, me semble-t-il, urgent de penser dans cette direction-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. On va prendre quelques questions, s'il y en a dans la salle. Merci. Merci de la qualité de vos interventions. Moi, j'avais juste une question qui rebondit sur finalement tous ces labels de finances vertes qui cherchent finalement à orienter l'épargne de citoyens et peut-être notre bonne conscience. De l'autre côté, en fait, sur les sociétés, on voit en fait c'est tout ce qui est développement de ce qu'on a appelé les sociétés avec une raison d'être. Est-ce que vous avez, j'allais dire, le même retour en fait à nous faire sur ce type de société où chacun dit on a une raison d'être, on s'occupe effectivement de notre impact environnemental, sociétal, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme éclairage sur ce sujet? Merci à vous. Moi, vous avez raison de faire le lien parce que c'est des trucs qui se touchent complètement. La logique, on va dire, de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, débouche sur leur notation ESG. Enfin, d'ailleurs, on peut noter une boîte qui n'aurait pas de politique de RSE, mais enfin, c'est le même film, on va dire.
Et la finance verte, c'est le cran d'après. On mouline des trucs avec. Donc tout ça, ça se tient. Vous avez raison. Donc moi, j'ai pas fait d'études exhaustives des politiques de RSE, des raisons d'être et tout ça. Mais bon, moi, je vous donne dans un sentiment personnel, une intuition. Pour moi, c'est du flan, évidemment. C'est grotesque même. Vous avez qu'à regarder la liste des boîtes qui ont sorti des raisons d'être. Et dites-moi, regardez-les, dites-moi déjà comment elles sont différentes après qu'elles ont choisi leur raison d'être et avant. Non, bien sûr, tout ça n'est pas sérieux. La loi Pacte a été vidée de sa substance parce que la dernière chose qu'on veut, c'est faire la police des entreprises, la police des corporates. Donc on est toujours dans cette même rengaine. C'est la même aux États-Unis. Vous avez, je crois que c'était en 2018, tout un tas de PDG, des grandes banques, des grandes boîtes. Ça s'appelle la Business Roundtable. Ils ont fait un grand papier. Alors ce qui était drôle, c'est que dans leur grand papier, il n'y avait pas le mot climat. Climat, ça ne les intéresse pas, ça qu'ils ne connaissent pas. On s'en tient à l'environnement. Ça n'a rien à voir. Et on comprend pourquoi. Le climat, c'est un problème global, c'est très complexe, c'est très compliqué. C'est une poubelle ouverte à tous les rejets. L'environnement, c'est différent, parce que l'environnement, c'est proche de vous. Et donc là, il y a des mobilisations. Quand il y a des bouts rouges, quand il y a des trucs, on vient voir l'usine, on se retourne vers le patron. Donc l'environnement, ils connaissent. Le climat, ils ne connaissent pas. Mais enfin, bon, bref, la Business Roundtable et tous ces grands engagements, c'est toujours la même chose. C'est une version laissez-nous faire, en fait. Laissez-nous faire. Ça démonétise les États. Vous n'êtes pas capables. Donc le social, c'est nous. Donc maintenant, c'est l'équité homme-femme, c'est tout. Voilà. Le climat, c'est nous. Ça revient à dire ça. C'est toujours la même rengaine. C'est la privatisation du politique. Alors parfois, c'est parce qu'à raison, ils trouvent que les politiques sont nuls, inopérants. Et c'est vrai, les lois ne sont pas au niveau, que ce soit pour le climat ou l'égalité homme-femme en France, par exemple. En France, on va s'amuser à mettre autant de femmes que d'hommes dans des conseils d'administration des boîtes du CAC 40. Mais c'est pas ça, l'égalité homme-femme. Enfin, c'est dérisoire. Je suis pas contre. Mais enfin, vous avez 20% d'écart de salaire depuis 15 ans dans ce pays, ça bouge pas. Les Nordiques sont plus sérieux. Ils imposent, parce que c'est toujours la même chose. C'est la base du volontariat. On donne le choix aux gens. Mais c'est pas en donnant le choix aux gens. Si vous preniez la photographie de l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous la prenez il y a 15 ans. Il y a 15 ans, vous aviez quasiment que des hommes. Aujourd'hui, c'est 50-50. C'est parce qu'on a passé une loi qui force les choses. Donc, quand on laisse le choix, il ne se passe rien. Les Nordiques réfléchissent aujourd'hui à obliger les hommes à prendre le congé de parentalité qui leur avait été donné il y a des années, parce qu'ils ont constaté qu'ils avaient le choix, mais ils ne le prenaient pas. Et donc, comme c'est ça qui est crucial pour l'évolution des carrières des uns et des autres, donc vous voyez, c'est toujours la même chose, si vous voulez. On peut en faire des tonnes, mais raison d'être, non, c'est pas sérieux. Raison d'être. Alors, entreprise à mission, vous avez compris, c'est le cran du dessus. Là, on est carrément c'est biblique. Alors, je sais pas, ça doit concerner 4 boîtes en France. Alors, il y en a peut-être qui sont sérieuses, mais par contre, non. Franchement, si vous pensez que c'est ça qui va changer la donne, vous vous trompez lourdement. C'est toujours, ça fait partie de la loi Pacte, tous ces trucs-là. C'est pour occuper les gens, pour montrer que... Alors peut-être qu'on va me trouver infect et grincheux parce que c'est des petits pas. J'ai tendance à penser que c'est des faux pas, en fait. C'est toujours la même chose. On donne, c'est comme la finance verte, il faut donner vraiment l'illusion qu'il se passe quelque chose, alors qu'en fait, il ne se passe rien. C'est le même jeu, c'est des procédés dilatoires. Je peux ajouter juste une petite chose sur la question. Toutes ces choses-là reposent sur des labels, des benchmarks, et il faut aller regarder dans le détail comment ils sont construits pour comprendre précisément pourquoi ça ne change rien. Parce que ce qu'on voit en fait, c'est que la manière de dire qu'est-ce qui est vert, ou qu'est-ce qui est socialement responsable, ou qu'est-ce qui est à mission, après c'est juste des petites variations, c'est toujours fondé sur la même idée fondamentale de maximisation de la valeur actionnariale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne sort pas... de la logique purement capitaliste. Et une entreprise verte, en fait, c'est une entreprise qui va maximiser sa valeur actionnariale de long terme, sachant que si elle n'est pas verte, elle va avoir des problèmes de réputation, donc on ne voudra plus investir, elle n'aura plus de financement, elle risque d'avoir des problèmes juridiques, etc. Donc, voilà, quand on regarde dans le fond, on voit que les critères restent des critères hyper capitalistes et que
que oui, comme tu dis, c'est du flanc. Ça change pas le fonctionnement. En fait, il faut comprendre toujours la subordination. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'investissement socialement responsable. Les Quakers, au moins, ils disaient, bon, je ne touche pas à l'alcool, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à perdre de l'argent. Peut-être que c'est les actions de Philip Morris qui allaient avoir une performance incroyable cette année-là. C'était quoi qu'il en coûte. Les entreprises, c'est pas ça. Vous avez un comité d'audit séparé, ça ne change rien. C'est toujours à l'intérieur du même paradigme, en fait. Donc, c'est du décor. Tout ça, c'est profondément du décor. D'ailleurs, si vous en doutez, moi, j'avais lu une étude très marrante il y a quelques années qui est sortie et qui montrait que... Parce que, bon, c'est des outils de communication plutôt vers l'extérieur, d'accord ? Et il y avait des sondages qui avaient été faits et les gens dans l'entreprise n'avaient aucune idée que leur propre boîte avait une politique de RSE, déjà, massivement. Ils n'étaient pas au courant. Et ceux qui étaient au courant, ils ne savaient pas en quoi elle consistait. Donc voilà, bon, c'est pas... Y a-t-il d'autres questions ? Là, et puis après, au fond. Merci effectivement pour vos interventions. Enfin, moi, ça vient conforter des convictions que j'avais. Ceci dit, en tant que simple citoyen, avec nos petits moyens, comment on peut effectivement, si on veut essayer de sortir de ce... Est-ce que les monnaies locales, est-ce que c'est... Enfin, je pense par rapport, enfin, notamment à la partie financière, est-ce que les monnaies locales peuvent être une façon... à notre niveau pour justement ne pas cautionner tout ce système que vous venez de décrire de façon assez, comment dire, en tout cas qui permet de bien comprendre comment on se fait manipuler, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas un spécialiste des monnaies locales, parce que la monnaie, c'est pas forcément... Moi, j'étais plutôt sur l'épargne. Donc la monnaie, ça permet de faire circuler localement, ça a des vertus. Après, c'est un peu... le souci, c'est... je sais que ça peut avoir de la valeur. Là, le film précédent, on parlait d'autonomie, de choses locales, etc. Après, moi, quand je pense réchauffement climatique, là, on est vraiment sur l'archétype du problème systémique. C'est-à-dire... la facture dont on parle, c'est en dizaines de milliers de milliards. Donc, la monnaie locale, là-dedans, elle va pas être d'une grande utilité. Mais ça ne veut pas dire donc, que tout n'est pas impossible. Et souvent, d'ailleurs, pour faire comprendre aux gens à quel point cette histoire de rendement, c'est vraiment très, très fort dans le paradigme, je donne l'exemple de la finance solidaire. Hein, parce que, vous voyez, c'est la finance solidaire, il y a des produits où, ce qu'on appelle la règle du 90-10, vous me donnez 100, j'en mets 90 sur les marchés et j'en mets 10 sur des projets avec un bénéfice sociétal. Okay, donc ça, c'est assez astucieux parce que les gens comprennent qu'à 90%, ils ont la performance de marché. Ça les rassure. C'est complètement transparent. Les gens qui, du coup, proposent ça ne mentent pas. Et vous avez quand même 10% qui vont financer des projets avec un bénéfice sociétal. Ça pourrait être environnemental, mais en l'occurrence, en général, c'est sociétal. Par exemple, c'est recruter des chômeurs de longue durée, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et là, l'exigence, elle est hors marché. Ça ne veut pas dire que les projets ne sont pas rentables, mais en tout cas, il n'y a pas l'exigence habituelle, double digit, 12-15% de rentabilité sur ces projets-là. Donc ça, c'est pertinent, c'est astucieux. Ça, voilà. Résultat des courses, la finance solidaire, pour la partie, donc les 10% qui vont sur ces fameux projets-là, depuis le début, depuis la création, on parle de centaines de millions d'euros. Okay, centaines de millions d'euros. Le sujet de la transition, c'est plutôt des centaines de milliers de milliards. Bon, juste pour comprendre. Et la finance solidaire, c'est 0,02% des patrimoines des Français aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, je dis, il faut leur donner. C'est smart, les gens en ont besoin. Les gens qui font ça en ont besoin, il faut. C'est bien. Et d'ailleurs, eux-mêmes, c'est comme les Quakers. Quand ils parlent aux gens, ils ne disent pas qu'ils vont révolutionner le monde. Ils s'adressent aux riches en disant, diversifiez, donnez-nous un peu. Vous voyez, ils ne sont pas dans une logique de changer le monde, mais ils ont trouvé, c'est une niche. Mais on ne résout pas un problème systémique avec une approche de niche. Donc, moi, je n'ai pas de point de vue définitif sur les monnaies locales, mais j'ai tendance à penser que ça peut être très vertueux localement, justement, parce que ça rentre dans un écosystème où les gens dépensent localement, et on sait très bien que des boîtes qui sont pleines localement dépensent elles aussi localement, donc il y a une vertu. Mais par contre, par rapport au problème de la méga-machine, je ne suis pas sûr que ce soit le bonheur de grandeur.
Moi, je pense qu'il y a quand même des vertus à ce genre de système. Si on essaye de penser un autre système, et je crois qu'on va en parler tout à l'heure en parlant des biorégions, donc parler d'une organisation, la méga machine, justement, elle est méga, elle est trop grande. Donc il faut idéalement, il faudrait essayer de relocaliser, d'organiser la vie politique et économique à une échelle plus petite. Et les monnaies locales peuvent aider, me semble-t-il, à relocaliser et à réorganiser certaines activités, évidemment pas toutes. Les activités vraiment locales, par exemple l'agriculture, il y a des expériences, il y a une monnaie locale au Pays Basque qui marche assez bien, qui s'appelle le SCO, et qui permet de conventionner certains types d'activités, donc de les mettre en valeur, et au contraire d'en éliminer d'autres. Donc par exemple, la grande distribution ou l'agriculture industrielle au Pays Basque n'a pas le droit de participer à la monnaie locale. Donc c'est vrai que par ce genre de biais-là, il doit être, ça, évidemment, c'est jamais une seule solution, mais ça peut aider à relocaliser et à revivifier des territoires. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent, évidemment, ça changera, ça n'a aucun impact sur le changement climatique, mais ça peut faire partie des choses intéressantes et à creuser au niveau territorial. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais bien sûr, il faut se demander aussi, quand on parle d'autonomie, ça fait partie du discours d'autonomie, des interdépendances qui ne sont pas locales. Hein. Alors, si on veut utiliser de l'énergie solaire, par exemple, il faut acheter des panneaux solaires, hein, et ça se fait pas avec la monnaie locale. Hein. Alors, c'est pour ça que je crois que ces initiatives locales sont très importantes. La résilience dont parlait Pablo Servigne aussi, c'est très important, mais il faut aussi penser, réfléchir, agir d'une façon de transformer un peu les structures, les plus grandes structures. Hein. Si on perd ça de vue, hein, ça a un effet dépolitisant, je crois, et c'est pas réaliste non plus, parce que par exemple l'autonomie en ville est aussi autre chose que dans la campagne, et sur une planète avec 7 milliards de personnes, peut-être 8 milliards de personnes, hein, c'est pas tout le monde qui peut vivre dans la campagne avec la monnaie locale. Hein. On va vivre dans des villes. Hein. Et comment transformer les villes? Comment transformer les systèmes de dépendance économique? Ça, c'est une grande chose. Bien sûr, ça ne se fait pas sur place, mais il faut quand même faire les deux. Hein. Et les initiatives locales donnent une base et des expériences très valables pour montrer on peut vivre autrement, mais en même temps, on reste dépendant des ressources qui viennent de l'Afrique, de l'Asie, etc. etc. Hein. C'est même si pour avoir une vélo, hein, Ivan Illich a parlé du vélo, hein, il a dit oui, c'est une technologie qui est très valable, et pour cela, il faut maintenir au moins un certain niveau d'industrialisation et de division de travail. Il faut songer à ça en même temps. Oui, juste une question pour savoir comment vous expliquez que la préoccupation verte soit aussi prégnante en Occident, parce qu'en ce moment, il y a la COP26 à Glasgow, et on voit que c'est typiquement une préoccupation assez marquée dans une partie de la planète spécifiquement, et que l'autre partie regarde un peu ça, un peu parfois avec un regard un peu interrogateur. Je dirais que vous avez raison, mais pas totalement, parce qu'en France aussi, c'est toujours la même chose. Hein. Pour moi, c'est un peu le reality check. Dès qu'on est sur qui doit payer, parce qu'en fait, quand on voit la facture, c'est pour ça qu'elle était un peu cachée, escamotée, parce que dès qu'on dit combien ça coûte, la question qui suit, c'est qui doit payer, en fait. Et donc, on touche là touche à la problématique qui est peut-être un nœud gordien du sujet, qui est le problème de la redistribution, en fait. Et vous voyez que même en France, ça coince. Hein. Même en France, ça coince. Parce que, rappelez-vous les Gilets jaunes, enfin, le prétexte, en tout cas, une des raisons de leur mobilisation, c'était ces fameux centimes d'essence qui étaient de la taxe carbone, en fait, qui étaient d'accord. Donc, même en France,
il y a un vrai sujet pour réconcilier la fin du mois et la fin du monde, comme on a dit. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main, même en France. Hein, le président de la République avait dit on ne peut pas être pour le climat le lundi et contre l'augmentation des prix du carburant le mardi. Et je rajouterais, et pourtant le mercredi, il donne des chèques pour subventionner l'essence maintenant. Donc vous voyez, pour les gens, c'est un peu dur de suivre. Hein. C'est lundi, mardi, mercredi, on verra jeudi. Donc voilà où on en est. Après, on s'étonne que les gens soient déboussolés et perdus, mais vous avez raison. Alors là, maintenant, si on s'oublie un peu et qu'on se projette dans le grand monde, je dirais, là, c'est même effrayant. Effrayant. Parce que le sujet qui nous préoccupe, c'est un sujet donc global qui touche tous. Et on sait d'ailleurs qu'il fera des ravages, surtout, à commencer plutôt plus loin en Asie du Sud-Est et en Afrique. Et pourtant, c'est des pays qui n'ont pas les moyens de la transition. Hein. Et donc, le coût financier dont je parlais, et c'est ceux qui aujourd'hui, vous avez 350 centrales thermiques à charbon qui vont être construites dans les prochaines années en Asie. D'accord ? Donc je ne vois pas comment on va baisser les gaz à effet de serre avec ces nouvelles centrales qui vont être jeunes, performantes, hein, souvent construites par les Chinois d'ailleurs. Oui, c'est là, et d'ailleurs je pense que là vous allez regarder la COP26, vous allez voir, j'appelle ça Nord-Sud pour simplifier, on peut dire pays riche, pays en développement, enfin, on se comprend. Et là, ça devient beaucoup plus mordant, là, hein, parce que vous avez des petits États insulaires qui vont être submergés. Ils commencent à trouver ça pas drôle du tout. Ils ont compris que le blablabla, ça fait COP26, ça fait 26 ans que ça tourne, le film. Et là, ils commencent à parler de recours juridiques contre les pays développés. Donc, on s'embrassait sur la bouche, on se tapait dans le dos, mais c'est en train de se durcir, simplement parce que dans les dizaines de milliers de milliards dont je parlais, c'est dans ces pays-là qu'il faut les dépenser. C'est dans ces pays-là, c'est en Inde et en Chine qu'on a l'impact le plus lourd à travers l'utilisation du charbon. Donc il faudrait balancer de l'argent. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le truc de la COP21, il y avait un fonds climat, l'ordre de grandeur qui est dérisoire par rapport aux besoins, c'était 100 milliards de dollars, pardon. Et toutes ces années-là, on n'a même pas réussi à atteindre les 100 milliards de dollars. On devrait être autour de 70, sachant que 100 milliards de dollars, c'est ridicule, c'était pour ne pas faire peur, hein. C'est ridicule par rapport aux besoins réels si on voulait vraiment changer la donne. Et on n'a pas réussi. Vous voyez ? Donc c'est les points de vue, je dis pas que les gens, alors évidemment les gens, quand vous êtes un paysan indien, vous partagez pas la préoccupation, vous n'avez pas l'éducation, vous n'êtes pas dans le même film que nous. Mais par contre, c'est pas hors sujet, quoi. Et d'ailleurs, les Indiens, c'est pareil. Là, je mentionnais les petits États insulaires. Les Indiens, c'est pareil. Le Premier ministre indien dit OK, vous voulez qu'on ferme de centrales à charbon. Alors là, je ne vous parle pas de l'impact social en Inde de fermer une mine de charbon. Hein. Ce n'est pas comme en Allemagne. C'est beaucoup plus... C'est du lourd. Donc le Premier ministre dit, mais show me the money, quoi. Show me the money. Il est où mon argent pour fabriquer des éoliennes et des centrales nucléaires ? Je ne l'ai pas. Donc là, on est vraiment dans le... Je pense qu'on est au cœur de la difficulté, là. Si je peux rajouter quelque chose, je ne suis pas sûre qu'il y ait Évidemment, il y a une grande différence de perception, pour aller très vite, entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais elle n'est peut-être pas si grande que ça, parce que, par exemple, dans le cas de l'agriculture, que je connais un peu mieux que les autres, il y a énormément de mouvements au niveau international, et en particulier dans les pays du Sud, qui militent et qui se battent vraiment, quitte à perdre leur vie, pour l'agroécologie. Et il y a énormément, 200 morts par an d'activistes environnementaux dans les pays du Sud et pas dans les pays du Nord. Donc je pense que c'est pas que les pays du Nord qui sont concernés par les problèmes écologiques, et qu'il y a des tas de pays au Sud qui sont aussi très concernés, et peut-être même plus qu'au Nord d'une certaine manière. Par exemple, la Colombie ou l'Équateur ont été les premiers pays à donner des personnalités juridiques à des fleuves ou à des montagnes. Enfin, c'est pas si clairement tranché que ça, me semble-t-il, et le mouvement est
est plus compliqué qu'au nord, on s'en préoccupe, et au sud, non. Je pense pas. Je pense que c'est un peu différent. Non, c'est pas ce que j'ai dit d'ailleurs, mais non, c'est ce que. Oui. Mais monsieur, juste pour reprendre ce que disait Hélène, je pense que monsieur Xi Jinping, par exemple, il est complètement dans la méga machine de Fabian. Hein. Le patron du Parti communiste chinois, il doit fabriquer de la croissance, et on voit bien que c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il ne ferme pas ses centrales à charbon, parce qu'il doit fabriquer de l'électricité. Et donc il est complètement dans la méga machine. Hein. Donc dans le sud, on est aussi dans la méga machine. En tout cas en Chine, mais par contre, on n'a pas les moyens, si vous voulez, de se convertir comme ça en claquant des doigts. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une preuve de plus qu'on parle de finance verte. Mais que fait la finance verte là-dedans? Mais rien. Hein, parce que s'il y a bien un fossé qui n'est pas franchi par la finance verte, c'est ce fossé nord-sud. Et on comprend pourquoi. L'épargne de Madame Machin, hein, le risque pays, c'est très compliqué. Il faut dire, c'est pas simple de donner son argent à Monsieur Xi Jinping et au Premier ministre indien. C'est assez funky. Et donc, les fonds ISR, ils font pas ça. Hein, ils proposent de racheter Danone à un autre investisseur qui vous le vend. C'est des trucs qui tournent en rond. Mais bon, là, je trouve que c'est assez symptomatique parce que c'est un évitement du sujet par la finance qui est total. Hein, parce que quand on parle de ces transferts, on pense que à de l'argent public pour le coup. C'est que de l'argent public. Oui, peut-être une remarque aussi par rapport à la Chine. Hein. Bien sûr, la Chine est dans la machine, hein, au cœur de la machine maintenant, mais la Chine au moins dépense 100 milliards de dollars pour les énergies renouvelables en ce moment par an, et l'Union européenne 50, c'est le double. Hein. Je ne veux pas dire que c'est génial et la Chine construit tous utilise beaucoup de charbon, etc., mais quand même il y a aussi ce mythe ici à l'Occident que nous on a au moins on s'occupe du sujet, mais les autres pas du tout. Et par rapport au mouvement aussi en Chine, il y a beaucoup de mouvements de protestation, beaucoup de manifestations. Il y a au moins 300 manifestations par jour selon le gouvernement chinois. Beaucoup de manifestations contre des effets environnementaux des usines, etc. Pas nécessairement le climat, mais il y a beaucoup plus de protestations en Chine qu'on ne pense. C'est pas un bloc. Mais ça, je crois que on en revient toujours là, c'est la différence cruciale entre l'environnement et le climat, c'est que l'environnement mobilise les gens, et tu as absolument raison. Les Chinois, d'ailleurs, ont électrifié des villes entières, et eux, comme c'est une dictature, par contre, il n'y a qu'à claquer des doigts, et c'est fait immédiatement, parce qu'ils sont aperçus que des enfants jeunes qui avaient des cancers, et ça, la population, quand les enfants ont des cancers, commence et le Parti communiste chinois s'en préoccupe. Donc ils sont capables de prendre des mesures très sérieuses, bien au-delà de ce qu'on fait nous-mêmes quand il s'agit d'environnement, mais le réchauffement climatique, c'est carrément autre chose. C'est une problématique, malheureusement, ça file dans l'atmosphère, et ça ne fait pas réagir, les gens ne sortent pas de chez eux à cause de ça, à part Greta Thunberg. Merci pour vos 3 interventions qui étaient très complémentaires. Vous l'avez un peu évoqué, mais donc en ce moment, il y a des travaux pour reconnaître l'écocide. Il y a aussi la question de reconnaître des droits à la nature, aux vivants. Est-ce que vous pensez que ce genre d'action, ce genre de levier juridique, ils permettent d'agir contre la méga-machine ? Oui, de mon avis, c'est très important. Et je crois qu'au cours des décennies à venir, on va voir peut-être soit un chaos total, ou soit une sorte de nouvel ordre mondial qui pourrait être pire que ce qu'on a maintenant et qui pourrait être meilleur. On a souvent des ruptures dans l'ordre mondial. La dernière, c'était les contrats de Bretton Woods en 1944. Il se peut qu'on aura aussi des basculements dans le système juridique. Bien sûr, les grandes entreprises, etc., ne veulent pas avoir cette transition juridique. La notion d'écocide est centrale pour vraiment mettre à justice ceux qui construisent encore des pipelines, etc., etc. Il faut
si on arrive à vraiment installer cette notion d'écocide et changer le système juridique, ça pourrait faire peur aux gens qui veulent encore construire ces structures fossiles. Il y a des succès des fois. Par exemple, il y avait, c'était Royal Dutch Shell, je crois, aux Pays-Bas. Il y avait une amende de, je sais pas, combien de milliards? C'était combien de milliards, tu le sais? Mais parce qu'ils n'ont pas investi suffisamment dans les énergies renouvelables. C'est un petit pas, mais ça pourrait changer et c'est très important. Il y a beaucoup d'organisations du Sud global, par exemple, qui veulent vraiment installer cette notion d'écocide et des droits de la nature. Et tu as déjà mentionné que dans des pays comme l'Équateur et en Bolivie aussi, il y a déjà des droits de la nature et c'est une transformation de notre système juridique qui a existé pendant des siècles. En Allemagne, par exemple, les animaux étaient des objets jusqu'à 1992, je crois. Alors, c'est vraiment un changement profond. Chez nous aussi, pareil. Je ne crois pas qu'ils aient été condamnés à payer des milliards. Shell, je ne crois pas. Oui, aux premières instances, et puis il y aura une deuxième instance. Mais des milliards, tu crois? Oui, oui. Okay. Mais je ne suis pas sûr. Parce que moi, pour répondre à la question, moi au début, c'était pas trop ma tasse de thé, peut-être parce que je suis pas juriste, et puis je me dis, souvent c'est symbolique. On regarde l'État français, Grande Sainte et l'affaire du siècle. L'État est condamné, mais à payer un euro symbolique en général. Il n'y a pas de réparation, c'est compliqué. Et en fait, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est bien. Et du coup, là, maintenant, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas trop rendus compte, qui ont lâché justement un petit peu de lest là-dessus. En France, il y a le devoir de vigilance, il y a d'autres trucs. Et en fait, c'est important. C'est important pour le public. Et alors, ça prend du temps, parce que avec la justice, c'est toujours très long. Mais ça participe de la prise de conscience, je trouve. Et donc, je pense que c'est des combats qui sont importants, que ce soit contre les entreprises. Donc, Shell, on l'a dit. Shell, donc je ne suis pas sûr qu'ils aient été condamnés à payer une somme. Je crois qu'ils ont été condamnés surtout à revoir leur plan climat. Parce qu'en fait, ils avaient dit, regardez, les grosses boîtes se foutent vraiment de la gueule des gens. Donc, ils donnent des indicateurs vraiment très, très simplistes. Ils disaient, regardez, notre mix énergie renouvelable, pétrole s'améliore. Alors forcément, partant de zéro énergie renouvelable, c'est facile de s'améliorer. Mais ce qui n'est pas montré, c'est que la partie pétrole continuait d'augmenter. Donc oui, je fais un peu de renouvelable, et de plus en plus proportionnellement, mais je continue. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est la partie fossile qui dégage les gaz à effet de serre. Donc c'était tout à fait inacceptable. Je pense que les Hollandais sont des gens très sérieux, et eux, la submersion, ça ne les fait pas rigoler du tout, je pense, compte tenu de ce que sont les Pays-Bas. Et donc, il y a des milliers de citoyens et des associations qui ont attaqué Shell, et ils ont gagné effectivement en première instance. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait été des milliards, mais en tout cas, la justice a dit à Shell, vous devez revoir votre plan climat, c'est insupportable. En France, il y a eu 2 victoires importantes avec Grande Sainte et l'affaire du siècle. Et en Allemagne aussi, il y a la Karlsruhe qui est sur le... Oui, oui. C'était aussi une décision importante et pour ça, l'accord de Paris est important. C'était nul par rapport à la réduction des émissions. Pas de réduction d'émissions, mais quand même, il y a dans le droit mondial, il y a cette obligation de rester sous 1,5 ou 2 degrés. Et par rapport à cela, on peut dire, Monsieur X ou Madame Y ont vraiment fait quelque chose qui contredit ce but. Et c'est important. Et il y a aussi un changement dans la pensée juridique parce que les effets climatiques sont des effets statistiques. C'est-à-dire, Royal Dutch Shell a causé, je ne sais pas, 0,8% des émissions globales. Et alors, il devrait récompenser pour cela. Normalement, dans le droit, dans le monde juridique, tu dois avoir quelqu'un qui a tué l'autre, et puis tu es responsable. Mais si tu as attribué 0,8% à quelque chose, tu peux être responsable déjà.
Alors il y a beaucoup de changements. Et de mon avis, c'est vraiment un changement très profond dans la relation de l'homme et des humains à la nature. Si la nature a des droits, c'est-à-dire on est limité, on doit trouver une forme. Parce que pour la méga-machine, l'idée qu'on puisse dominer la nature a été centrale depuis le début. Les sciences même se sont développées de telle façon que l'idée que c'est déterministe, la nature est une machine, Descartes a dit le corps est une machine, les animaux sont des machines, on peut maîtriser tout cela. Mais comme on voit, ce n'est pas le cas. C'est le chaos qu'on a produit et pour cela, il faut changer cette pensée technocrate, cette idée de domination. Ça veut dire aussi au niveau juridique, il faut trouver des formes de cohabitation et de coopération entre des systèmes vivants. Oui, c'est un système juridique tout à fait différent de ce qu'on a eu pendant des siècles. Merci beaucoup, Fabien, Hélène, Julien. Vous pouvez retrouver les ouvrages de nos 3 intervenants et intervenantes sur le stand librairie à la sortie de la salle de conférence. Et les intervenants pourront vous dédicacer des livres.